Cédric Jubillard, qui clame son innocence depuis le début, est sur le banc des accusés. Face à lui, les proches de Delphine, qui attendent la vérité depuis si longtemps. Le défi pour les jurés est immense. Comment condamner quelqu'un sur la base de convictions et d'indices indirects? Les 3 premières semaines du procès sont une succession d'expertises et de témoignages qui replongent tout le monde dans cette nuit tragique. On entend les voisins qui parlent de cris d'effroi d'une femme. On examine les fameuses lunettes de Delphine, retrouvées cassées dans la maison, un signe de lutte possible. Le fils aîné du couple, âgé de 6 ans à l'époque, aurait aussi dit à sa grand-mère que papa et maman se sont disputés. Chaque élément est disséqué. On parle aussi du comportement de Cédric cette nuit-là. Il a lancé une machine à laver en pleine nuit, juste au moment où les gendarmes arrivaient. Un geste qui a toujours paru extrêmement suspect aux enquêteurs. Mais c'est vraiment la 4e et dernière semaine qui a tout fait basculer. Les témoignages les plus accablants sont arrivés les uns après les autres, comme des coups de poing. D'abord, la propre mère de Cédric a raconté à la barre qu'il avait menacé de tuer Delphine et de la faire disparaître là où personne ne la retrouvera. Imagine l'impact de ces mots venant de sa propre mère. Ensuite, 2 ex-compagnes de Cédric ont témoigné. L'une a affirmé qu'il lui avait avoué avoir étranglé Delphine et l'autre qu'il lui avait confié l'avoir enterrée près d'une ferme qui a brûlé depuis. Ces révélations ont glacé la salle d'audience et ont pesé très lourd dans la balance. Pour les jurés, c'était un moment décisif. Ils devaient assembler toutes ces pièces du puzzle. D'un côté, une absence totale de preuves scientifiques directes. De l'autre, une accumulation de témoignages concordants et d'indices comportementaux qui dessinaient le portrait d'un homme violent, jaloux, qui n'acceptait pas que sa femme le quitte pour un autre. L'avocat général a eu cette phrase choc durant son réquisitoire. On peut tuer sans laisser de traces. C'est sur cette idée que le sort de Cédric Jubillard allait se jouer, sur la conviction que, malgré l'absence de corps, les preuves indirectes étaient suffisantes pour déclarer un homme coupable du pire. Durant tout le procès, on a assisté à une véritable bataille entre l'accusation et la défense. 2 visions de l'affaire qui se sont affrontées violemment. Pour l'accusation, menée par l'avocat général, il n'y avait aucun doute. Le mobile était clair comme de l'eau de roche, la jalousie. Cédric Jubillard n'aurait pas supporté que Delphine le quitte et refasse sa vie. Il aurait découvert qu'elle échangeait des messages avec son nouvel amant le soir de sa disparition, ce qui aurait déclenché une violente dispute. L'accusation a peint le portrait d'un homme contrôlant, manipulateur, qui, acculé par la séparation imminente, aurait commis l'irréparable avant de faire disparaître le corps pour garantir son impunité. La stratégie de l'accusation était de tisser une toile d'indices si dense qu'elle en deviendrait une preuve. Chaque élément était une maille de ce filet. Les cris entendus par les voisins, les lunettes cassées, le téléphone qui se déconnecte brutalement, le lavage de la couette en pleine nuit, et surtout, les confidences terribles qu'il aurait faites à ses proches et à ses ex-compagnes. L'avocat général a insisté sur la personnalité de Cédric, son attitude détachée, parfois arrogante pendant les recherches et même durant le procès. Il a demandé aux jurés de ne pas se laisser berner par l'absence de corps, affirmant que c'était justement la preuve d'un plan macabre et réfléchi pour échapper à la justice. De l'autre côté, les avocats de Cédric Jubillard ont martelé un seul et même message. Pas de corps, pas de preuves, pas de coupable. Leur stratégie était de pointer du doigt toutes les failles du dossier, tous les doutes qui persistaient. Ils ont attaqué la crédibilité des témoins clés, suggérant qu'ils auraient pu mentir ou mal interpréter les paroles de Cédric. Pour eux, juger un homme sans preuve matérielle, c'était ouvrir la porte à l'erreur judiciaire. Ils ont plaidé l'acquittement en dénonçant un tapis rouge déroulé à l'erreur judiciaire et un dossier vide, basé uniquement sur des suppositions et des rumeurs. La défense a insisté sur le principe fondamental de la présomption d'innocence.
Comment être sûr à 100% que Cédric Jubillard est un meurtrier alors qu'on ne sait même pas si Delphine est morte? Et si elle était partie volontairement? C'était une des hypothèses qu'ils ont tenté de maintenir vivante. Ils ont décrit un homme simple, maladroit, dépassé par les événements et la pression médiatique, mais pas un assassin. Leur plaidoirie a été un appel au doute. Ils ont demandé aux jurés de ne pas céder à la pression populaire et de reconnaître qu'en l'absence de certitude, on ne peut pas envoyer un homme en prison pour 30 ans. C'était la parole de l'intime conviction contre la froideur du doute raisonnable. Le vendredi 17 octobre 2025, après des heures de délibération, le verdict tombe. La tension est à son comble dans la salle d'audience bondée. Cédric Jubillard est reconnu coupable du meurtre de sa femme, Delphine. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, la peine maximale requise par l'avocat général. À l'énoncé du jugement, Cédric reste impassible, le visage fermé, comme il l'a été durant une grande partie de son procès. Il ne montre aucune émotion. Ses avocats, quant à eux, annoncent immédiatement leur intention de faire appel. Pour eux, le combat n'est pas terminé et un nouveau procès pourrait avoir lieu en 2026. Du côté de la famille et des amis de Delphine, c'est un immense soulagement. Après presque 5 ans d'une attente insupportable, la justice a enfin reconnu que Delphine a été victime d'un meurtre et a désigné un coupable. Des larmes coulent sur les visages, des étreintes s'échangent. C'est la fin d'un long combat judiciaire, même si la douleur reste immense. Ils n'ont toujours pas de corps pour faire leur deuil, pas de sépulture où se recueillir. Mais ce verdict leur apporte une forme de paix, la reconnaissance de leur statut de victime. Pour les enfants du couple, aujourd'hui âgés de 11 et 6 ans, leurs avocats ont expliqué qu'il faudrait leur annoncer la nouvelle avec des mots simples pour qu'ils puissent enfin commencer à se reconstruire. Au-delà de la salle d'audience, cette affaire a profondément marqué la société française. Elle est devenue l'un des symboles les plus puissants des féminicides, ces meurtres de femmes par leur conjoint ou ex-conjoint. L'histoire de Delphine, c'est l'histoire d'une femme qui voulait retrouver sa liberté et qui l'a payé de sa vie. Le procès a mis en lumière les mécanismes de l'emprise et de la violence psychologique qui précèdent souvent le passage à l'acte. En 2023, on comptait encore 96 féminicides en France. C'est énorme. L'affaire Jubillard a forcé tout le monde à regarder cette réalité en face. Ce verdict, même s'il est suivi d'un appel, envoie un message fort. Il dit que même sans corps, même face à un crime qui se voulait parfait, la justice peut trouver son chemin. Il rappelle que la parole des victimes et des témoins compte et que la violence conjugale n'est pas une dispute de couple, mais un crime. L'affaire Jubillard restera gravée dans les mémoires comme un drame humain terrible, une énigme judiciaire hors norme, mais aussi comme un moment important dans la prise de conscience collective sur les violences faites aux femmes. Le nom de Delphine ne sera pas oublié.